Bonjour, je m'appelle Jake. Et je m'appelle Julia. Et aujourd'hui, nous allons parler des armes biologiques. Mais c'est quoi les armes biologiques? Les armes biologiques sont l'utilisation des maladies infectieuses comme des bactéries, des virus et des champignons avec l'intention de tuer ou de nuire les humains, les animaux ou les plantes. Ils peuvent cibler les humains pour les tuer directement ou ils peuvent cibler l'agriculture dont les gens dépendent, comme les cultures ou le bétail, pour éliminer les sources de nourriture. L'exemple le plus célèbre d'armes biologiques anti-agriculture est peut-être l'herbicide Agent Orange, utilisé par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam pour détruire les terres agricoles et les forêts que les forces du Viet Cong utilisaient comme couverture. Il a détruit plus de 30 000 km² de forêt et a causé de milliers de problèmes de santé et d'handicap chez les personnes qui ont été exposées et chez leurs enfants. Les armes biologiques sont utilisées par les humains depuis des milliers d'années, comme les soldats romains qui plongent leur épée dans les excréments et les corps avant la bataille, infectant leurs victimes avec le tétanos. Un des premiers exemples d'armes biologiques remonte il y a longtemps, en 1347. L'armée mongole qui assiège la ville de Kafan en Ukraine jette des corps infestés par la peste bubonique par-dessus des murs pour tenter de faire capituler la ville. Plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, grâce au développement scientifique comme la théorie des microbes et la microbiologie, l'armée allemande développe un programme d'armes biologiques. Ce sont des balbutiements, car ce programme, malgré l'utilisation de Bacillus anthracis, qui cause la fièvre du charbon, appelée comme ça à cause des lésions noires qui se développent sur la peau, et de Burkholderia malei, souvent appelée la morve, de bactéries et maladies potentiellement mortelles, est utilisé presque uniquement contre les animaux de travail, comme les chevaux des animaux. C'est vrai qu'il y avait déjà des traités contre l'utilisation des armes non conventionnelles, une classification qui couvre les armes biologiques avant la Première Guerre mondiale, comme les conventions de La Haye de 1899 et 1907. Ils n'interdisaient pas explicitement les armes biologiques, mais plutôt des poisons et des gaz asphyxiants. Mais quand la guerre a commencé, les pays impliqués ont rapidement adopté une politique de s'en ficher. Après les horreurs de la Première Guerre mondiale, les pays du monde se sont réunis pour signer le protocole de Genève, à ne pas confondre avec la Convention de Genève, les Conventions de Genève, le protocole de Genève sur la signalisation routière. Il y a beaucoup de lois qui portent le nom de Genève, mais cette loi a interdit l'utilisation d'armes chimiques et biologiques. Cependant, à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, les pays impliqués ont rapidement adopté une politique de s'en ficher. Bien qu'ils aient signé le traité, de nombreux pays ont fait la réserve de riposter avec des armes biologiques s'ils étaient attaqués avec elles. Et donc de nombreux pays les ont encore fabriquées et stockées. L'armée britannique a lancé un programme pour tester des bombes remplies de spores de fièvre charbonneuse sur des moutons sur l'île du Grignard, une île écossaise, en 1942. Elles étaient si meurtrières qu'on se soupçonnait qu'une utilisation intensive dans des villes allemandes pourrait les rendre inhabitables pendant des décennies. À partir de 1943, le programme de l'armée américaine a fabriqué plus de 5000 bombes à fièvre charbonneuse avant la fin de la guerre, à Camp Detrick dans le Maryland, dont les mesures de sécurité étaient si efficaces que ce n'est qu'en 1946 que le public a pris conscience de son existence. Mais le programme le plus notoire de cette époque, et le seul dont les armes ont été réellement utilisées, était l'unité 731 de l'armée japonaise, située dans le nord-est de la Chine, occupée par les Japonais depuis les années 1930, qui a mené de nombreuses expériences humaines horribles et mortelles sur des prisonniers, et a produit un énorme arsenal d'armes biologiques, qui ont vu une utilisation intensive contre les soldats et les civils chinois. Mais quand la guerre a fini, Chirurgien général Shiro Ishii, vous êtes ici pour être jugé, pour avoir supervisé l'unité 731 et tous ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité, notamment des expériences sur des civils chinois innocents, les sans-abri et les malades mentaux, les personnes âgées, les femmes enceintes, les prisonniers politiques et les dissidents. Dissection de toutes ces catégories de personnes vivant sans nom ni anesthésie. Torture de masse, viol de masse, développement et distribution de maladies mortelles,
l'approvisionnement à l'armée des dizaines d'armes biologiques qui ont tué près de 500 000 civils chinois. Parmi les crimes horribles commis par votre unité, vous avez intentionnellement affecté des prisonniers innocents avec des maladies sexuellement transmissibles et forcé des actes sexuels pour évier sa propagation. Sa propagation. Vous avez déguisé comme aide des vêtements et des fournitures contaminées que vous avez livrés aux civils chinois. Vous avez commis des amputations et des décapitations pour étudier la perte de sang, y compris rattacher des membres à d'autres parties du corps, comme si vous étiez dans le Goddamn Human Centipede. On peut partager? Bien que presque toutes les installations et dossiers physiques de l'unité 731 aient été détruits à la hâte par son personnel dans les derniers jours de la guerre, par crainte d'être capturé par l'ennemi, l'armée américaine qui a occupé le Japon d'après-guerre de 1945 à 1952 a réussi à capturer la plupart des scientifiques impliqués, inclus le chef de l'unité 731, général Shiro Ishii. Et donc, ils ont fait un accord. En échange de l'immunité contre leurs crimes, ils partageraient toutes leurs recherches et données sur les armes biologiques et les expérimentations humaines avec les États-Unis et les États-Unis uniquement. L'armée américaine a caché toutes les prévues du programme japonais au public, à ses propres alliés en temps de guerre, même à ses propres juges au tribunal des crimes de guerre à Tokyo. Le tribunal militaire international jugeant les dirigeants politiques et militaires du Japon impérial pour leurs crimes de guerre. Cela signifiait qu'aucun membre de l'unité 731 n'avait jamais été puni pour ces crimes, plutôt allant librement dans un monde qui ne savait rien de leur atrocité. Général Shiro Ishii vivait heureux le reste de sa vie, dirigeant une clinique gratuite. La vérité n'est apparue que plus de 4 décennies plus tard, quand les entrevues avec les anciens membres de l'unité se sont lentement rendues publiques. L'Union soviétique a véritablement reconnu le programme de guerre biologique japonais et a jugé 12 autres responsables militaires et scientifiques de l'unité 731 et de ses unités affiliées en 1949 dans un tribunal des crimes de guerre en Khabarovsk, une ville russe proche du Japon. Cependant, compte tenu du fait que les sentences étaient exceptionnellement clémentes, le système judiciaire soviétique généralement brutal, tous sauf un avaient déjà été libérés avant 1956, le dernier s'étant suicidé dans sa cellule, et que des informations glanées de l'unité 731 ont été utilisées par l'URSS pour construire une nouvelle installation d'armes biologiques dans la ville de Sverdlovsk, c'est soupçonné que l'Union soviétique a également fait un accord en échange des recherches. Même si les transcriptions du tribunal aient été traduites et publiées dans de nombreuses langues étrangères, les rumeurs et rapports de l'unité 731 par la Chine et l'Union soviétique ont été rejetés en Occident comme la propagande communiste. Parallèlement à l'initiative du gouvernement américain d'accorder secrètement l'immunité aux scientifiques de l'armée japonaise, les États-Unis ont mené une opération similaire dans l'Europe d'après-guerre. S'appelait le projet Paperclip et mené par une division secrète de l'armée américaine et le Bureau des services stratégiques, le précurseur de la CIA de 1945 à 1959. Ils ont recruté plus de 1600 scientifiques allemands et autrichiens dans des divers domaines comme la conception d'avions, la technologie des missiles et oui, les armes biologiques. Et les ont similairement intégrés au programme militaire et scientifique américain, en modifiant et cachant des archives de leur passé nazi et leur implication dans des crimes de guerre. Beaucoup étaient des membres de haut rang du parti nazi et étaient activement impliqués dans le développement de technologies de guerre dévastatrices et des expériences sur les prisonniers dans les camps de concentration. De nombreux anciens scientifiques nazis sur les armes biologiques ont ensuite travaillé au nouvellement renommé Fort Detrick, le cours du programme américain d'armes biologiques. En novembre 1969, le président américain Richard Nixon a annoncé l'arrêt total de développement des armes biologiques américaines, n'autorisant que la recherche scientifique pour des mesures défensives et a ordonné la destruction de l'ensemble du stock d'armes biologiques américaines. Oui, Richard Nixon, de tout genre, Monsieur Watergate, l'homme qui a fait le scandale dont tous les autres scandales portent le nom.
Mais je suppose que cela prouve quelque chose. Que si même un homme aussi horrible que lui pense que les armes biologiques sont mauvaises, alors on sait qu'elles sont mauvaises. Publiquement, il a utilisé en langue idéaliste et a déclaré qu'il voulait contribuer à une atmosphère de paix, affirmant que l'humanité porte déjà dans ses propres mains trop de germes de sa destruction. En privé, le budget des programmes américains d'armes biologiques augmentait de plus en plus, tout en offrant plus d'avantages stratégiques ou militaires. Le problème avec ces armes est qu'elles ne font pas une distinction entre les cibles visées et tout le reste. Elles infectent tout le monde dans la zone, sans discrimination, y compris nos propres soldats. Les Japonais ont appris ça en les essayant, 1700 d'où on a appris ça, et nous avons appris ça maintenant. Et il espérait que l'annonce détournerait l'attention des protestations contre les combats américains dans la guerre de Vietnam, qui durait depuis 4 ans et avait tué près de 50 000 soldats américains à ce moment-là, sans fin en vue. Quelle que soit la motivation, cette décision a motivé les négociations de l'ONU pour une interdiction mondiale de la guerre biologique, connue sous le nom de Convention sur les armes biologiques, CABT ou PWC en anglais, qui est entrée en vigueur en 1975. Mais alors que le traité de 1972 signifiait que tout le monde réduisait sa production d'armes biologiques, l'Union soviétique ne faisait que commencer. Bien qu'elle ait signé la Convention sur les armes biologiques, elle a secrètement ignoré le traité et quoi encore? Cela commence pas comme un peu d'un thème ici. Bien qu'elle ait signé la Convention sur les armes biologiques, elle a secrètement ignoré le traité et étendu son programme d'armes biologiques offensives massives plus que jamais, le divisant entre un réseau de laboratoires prétendument civils, connu sous le nom de biopréparate, employant 50 000 personnes dans plus de 50 installations distinctes à l'échelle nationale. Il s'agissait du programme d'armes biologiques le plus important et le plus sophistiqué de l'histoire. Ils ont génétiquement modifié des bactéries mortelles pour qu'elles soient résistantes à la chaleur, au froid et aux antibiotiques, à fabriquer des centaines de tonnes de 11 bioagents différents, par exemple entre 90 et 100 tonnes de variole par an, et ont développé de nombreux mécanismes de distribution différents pour ces maladies. Par exemple, le ministère soviétique de l'agriculture a développé des variantes de la fièvre afteuse, de la peste bovine, de la peste porcine et de la fièvre des perroquets pour tuer les vaches, les porcs et les poulets, et a préparé ces maladies pour pulvériser sur les champs ennemis à partir de réservoirs attachés au-dessous d'avions sur des centaines de kilomètres, dans un programme secret nommé de tous les noms qu'ils pourraient choisir, écologie. Mais avec des matériaux si dangereux et si sensibles, manipulés si régulièrement, même le moindre accident pouvait avoir des conséquences dévastatrices. Et avec des dizaines de milliers de travailleurs dans plus de 50 installations à travers le pays, un accident devait forcément arriver. 1979, Sverdlovsk, maintenant connu sous le nom d'Ekaterinbourg, jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique en 1991, c'était une des nombreuses villes fermées de la Russie, abritant principalement des employés militaires et leurs familles. 87% de la production industrielle de la ville était uniquement militaire, produisant des chars, des roquettes, des missiles et d'autres armes. Mais c'est seulement l'industrie qui était publiquement connue. Secrètement, il abritait également l'installation 19, une immense usine de fabrication d'armes biologiques et une installation majeure de biopréparates. Lundi 12 avril 1979, les entretiens conduits à l'opération d'une machine de production de spores de fièvre charbonneuse pendant 4 heures sans son filtre. Juste quelques grammes de spores de fièvre charbonneuse sont relâchés du bâtiment de l'usine et soufflés sous le vent sur une zone de 30 km. Le 3 avril, le KGB et des fonctionnaires de la santé étaient déjà mobilisés à Sverdlovsk, volant à plus de 1700 km de Moscou. Le 4 avril, les premiers symptômes d'infection commencent à apparaître. Des dizaines de personnes, des centaines de bovins. Le gouvernement soviétique lance rapidement une campagne anti-viande fervente, mettant en garde contre l'achat de viande sur les marchés locaux car elle pourrait être contaminée. Une affirmation qui est en partie vraie. La viande était en effet contaminée, juste pas d'une cause naturelle.
Le refus du gouvernement d'admettre ce qui s'était réellement passé a entravé les efforts des médecins pour comprendre ce qui se passait et aider à soigner les gens. Malgré tous les efforts du gouvernement pour minimiser la panique, la communauté a été secouée par la peur quand les pompiers commençaient à arroser les bâtiments avec du chlore. En quelques jours, 96 personnes étaient atteintes d'une maladie à action mystérieusement rapide et en une semaine, 64 étaient morts, selon le nombre officiel communiqué au public. Cependant, ceux qui font partie du programme d'armes biologiques secrets ont été informés qu'il atteignait 104, sinon plus. Après une incubation de quelques jours à quelques mois, les spores de fièvre charbonneuse en allée tuent en seulement 2 à 3 jours, avec des symptômes qui ne sont pas pires qu'un simple rhume. Bien qu'il ne provoque généralement qu'une toux et un essoufflement à l'extérieur, le sang s'accumule dans les poumons et les poumons gonflent, provoquant une mort rapide. Les médecins locaux savaient que cela ne se produisait pas avec la fièvre charbonneuse intestinale que le gouvernement prétendait être, qu'on obtient en mangeant de la viande naturellement contaminée. Pourtant, les résultats d'autopsie ont été confisqués par les fonctionnaires de la santé en visite de Moscou et n'ont jamais été transmis aux familles des victimes, qui ont plutôt reçu des certificats de décès indiquant la pneumonie, la grippe ou les poisons non identifiés comme cause de décès. Les victimes ont été enterrées dans un cimetière fermé, leur cercueil rempli de désinfectants agricoles. Et le KGB s'est lancé dans l'une de ses plus grandes dissimulations à ce jour pour éviter l'international embarras. Ils ont confisqué toutes les archives hospitalières relatives aux patients de fièvre charbonneuse et ont forcé ceux qui ont survécu à signer des contrats acceptant de ne jamais parler de leur expérience pendant 25 années. Bientôt, les rumeurs d'une explosion dans une éventuelle installation d'armes biologiques soviétiques se sont propagées à l'ouest en 1980. Mais quand les agences de renseignement ont concentré leurs satellites espions sur la ville, ils n'ont pu trouver aucune preuve d'une explosion d'aucune sorte. Et ça, c'est parce que l'accident à Sverdlovsk était d'un type bien plus sinistre. Les spores de fièvre charbonneuse en aérosol sont complètement visibles à l'œil nu et sont transportés par le vent. On ne sait pas qu'on l'a contacté avant des jours, parfois même des semaines après le premier contact. L'accident a démontré la chose exacte qui rend les armes biologiques si brutales. Elles sont complètement invisibles, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les pertes remarquablement faibles de l'accident, étant donné que le type de fièvre charbonneuse était de qualité militaire, étaient dues à la direction du vent. Ce jour-là, il soufflait rapidement dans une direction sud-est, loin de la ville. S'il avait soufflé plus lentement ou dans la direction opposée, il aurait traversé sur une zone beaucoup plus large, directement au-dessous du centre-ville. Avec une population de 1,2 million d'habitants, l'épidémie aurait pu tuer des centaines de milliers de personnes. La vérité n'a apparu qu'en 1992, quand le nouveau président de la Nouvelle-Russie, Boris Eltsine, en fait l'ancien chef du parti communiste du Sverdlovsk au moment de l'incident, a admis que cela était dû à leur propre programme d'armes biologiques, révélant l'existence de biopréparates au monde. À ce moment-là, avec la dissolution de l'Union soviétique, le programme biopréparates était déjà terminé. Bien qu'Eltsine ait promis une indemnisation aux survivants et aux familles des victimes dans une déclaration après son annonce, les pensions n'ont toujours pas été payées. Le gouvernement russe actuel, dirigé par Vladimir Poutine, est revenu à l'explication soviétique originale des événements, niant avec véhémence toute implication d'armes biologiques. Comme de nombreuses anciennes installations de biopréparates, l'installation 19 continue de fonctionner à ce jour, juste sous un nom différent. Bien que les sites prétendent fabriquer des antibiotiques ordinaires, il appartient toujours au ministère de la Défense et aucun inspecteur indépendant n'a jamais été autorisé à les visiter. Mais depuis Sverdlovsk, il n'y a eu aucun incident majeur d'armes biologiques de la part des programmes gérés par l'État. Il y a eu, cependant, des incidents de bioterrorisme, l'utilisation des armes biologiques non par un État, mais par des groupes ou des individus indépendants. Un exemple est l'Ameritrax, une attaque terroriste qui s'est produite après 9/11. Comme son nom l'indique, cette attaque fut faite avec de l'anthrax, le nom anglais de la fièvre du charbon. À partir du 18 septembre 2001, une semaine après les attaques notoires de 11 septembre, des lettres pleines de fièvre charbonneuse ont été postées au bureau de 5 agences de presse et de 2 sénateurs du Parti démocrate. 22 personnes ont attrapé la fièvre du charbon, dont 11 une variété plus mortelle. Il y a eu 5 morts.
Cet incident a été connecté avec une radicalisation musulmane présente après l'attaque terroriste de 9/11. Les lettres contenaient le message « Mort aux États-Unis, mort à Israël, Allah est grand ». Attention, alors que le nom anglais de la fièvre charbonneuse est anthrax, ce qu'on appelle anthrax en français est une maladie complètement différente, parce que le français te déteste, personnellement. Les armes biologiques ont un potentiel terroriste énorme et jusqu'à présent inexploité, comme l'a démontré les attaques d'Ameritrax. Malgré qu'il n'y avait eu que quelques colis avec seulement quelques dizaines de morts, l'hystérie publique s'est propagée à travers le pays comme une traînée de poudre. Et avec les armes biologiques étant l'arme de destruction massive la plus chaotique et imprévisible, elles sont littéralement any way the wind blows. Elles sont aussi les plus dangereuses qui sont les plus facilement accessibles. De nombreuses maladies mortelles existent déjà naturellement et des dizaines d'anciens sites de guerre biologiques abandonnés à travers le monde sont pleins de fosses massives d'échantillons mal disposés et d'animaux de test morts encore contaminés par des maladies infectieuses, comme l'ancien site soviétique de l'île de Vozrojdenia, qui était autrefois isolé sur une île au milieu de la mer Aral, mais est maintenant facilement accessible par voie terrestre grâce à un réseau de canaux d'irrigation de l'ère stalinienne qui draine toute la mer Aral, le quatrième plus grand lac du monde, en seulement 40 ans. Et le coupable des attaques d'Ameritrax, Bruce Evans, était un microbiologiste de gouvernement mécontent qui travaillait régulièrement avec et avait accès aux maladies infectieuses au quotidien. Nous avons choisi de parler de l'histoire des armes biologiques parce que c'est une tranche si parfaite de tant de problèmes plus larges qui continuent d'affliger le monde à ce jour. Des problèmes comme les dangers des divisions secrètes des gouvernements et des militaires autorisés à opérer en toute liberté avec peu de supervision et comment cela peut faciliter des atrocités horribles et la dissimulation des crimes de guerre. Et des problèmes comme l'attrait et l'escalade destructrice des courses aux armements, ainsi que la difficulté d'assurer le respect des traités internationaux de contrôle des armements, sans des fiables mécanismes d'application. Il est même difficile de négocier des mécanismes d'application fiables, car aucun pays est particulièrement enthousiaste à l'idée d'offrir à d'autres pays des visites guidées de leur installation militaire top secrète. Les armes biologiques posent un certain nombre de problématiques complexes et nuancées, comme est-il mauvais d'intentionnellement infecter et tuer des millions de personnes avec des maladies mortelles débilitantes? Quoi? Oui? Bien sûr, et tu feu? Les armes biologiques posent un certain nombre de problèmes éthiques. La plupart ont une longue histoire de tests horribles et contraires à l'éthique sur les humains. Mais même ces programmes qui n'ont jamais utilisé de tests humains involontaires, comme les programmes britanniques et soviétiques qui ont généreusement utilisé des moutons et d'autres animaux comme sujet pour expérimentation brutale, soulèvent des questions sur la moralité de l'expérimentation animale. Le stockage d'armes biologiques par des pays comme les États-Unis et l'URSS met également en évidence un problème éthique commun avec toutes les armes de destruction massive, qui met en évidence la totale irrationalité du stockage de ces armes en général. L'équilibre de la terreur, également connu sous la norme de destruction mutuelle assurée. Le plus connu pour décrire le stockage d'armes nucléaires pendant la guerre froide, le concept de DMA, est que si un pays utilisait des armes nucléaires pour attaquer un autre pays qui avait également des armes nucléaires, ce deuxième pays riposterait avec une force égale ou supérieure, annihilant complètement les deux pays et ne laissant aucun gagnant. Ainsi, la simple possession d'armes nucléaires dissuade ces pays d'essayer de s'attaquer l'un l'autre et signifie que même posséder des armes nucléaires devient complètement inutile. Ce même concept s'applique à la possession d'armes biologiques. Pourquoi est-ce que le pays stockerait-il des armes qu'ils disent qu'ils n'utiliseraient jamais, s'ils n'avaient pas l'intention de les utiliser un jour? Le fait que de nombreux pays aient continué de stocker des armes biologiques, malgré ce que cela implique, veut dire sans doute qu'ils avaient au moins quelque intention de les utiliser, s'ils étaient sous pression. Les armes biologiques sont parmi les armes de destruction massive les plus chaotiques et imprévisibles au monde. Elles sont totalement incontrôlables quand elles ont été libérées et ne font pas aucune distinction entre les cibles visées et les populations civiles. Ils peuvent se répandre comme une traînée de poudre et provoquer des réactions en chaîne d'infection désastreuses, comme toute maladie normale, qui peut se propager facilement et rapidement dans notre monde de plus en plus globalisé,
comme illustre la rapidité avec laquelle le coronavirus s'est propagé, avec l'omniprésence des voyages internationaux en avion et en voiture. Même les plus petits accidents, tels que ceux-là, illustrent comment les plus petites quantités d'armes biologiques causent des pertes dévastatrices. Et l'idée de pays et d'armées infligeant intentionnellement de telles souffrances à des populations par des centaines de moyens organisés et ciblés, des ordres de grandeur plus destructeurs que n'importe quelle autre libération accidentelle, est horrifique. Okay. Entrer en vigueur makes sense, It's right? vigueur, but yeah. Vigueur. Yeah. Okay. That's fine. We can have a few pronunciation mistakes. Yeah. Just for seasoning. L'Union soviétique.